Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. C'est parti pour une demi-heure d'actualité avec à la une la situation à Gaza. Des milliers de Palestiniens sont descendus le long de la frontière israélienne aujourd'hui pour protester contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Manifestation réprimée par la force et les armes. Au moins 52 Palestiniens sont morts. L'historien Vincent Lemire sera notre invité pour en parler dans un quart d'heure. Également dans ce journal, des étudiants privés de partiels dans plusieurs facs à Lyon, à Marseille et à Paris. Ils n'ont pas pu passer leurs examens. La faute à certains de leurs collègues contestataires qui ont décidé de bloquer les sites. À l'Assemblée nationale, les députés planchent en ce moment sur le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes. Un projet pas assez ambitieux selon certains parlementaires. Et puis en football, la nouvelle a été officialisée en fin de journée. L'Allemand Thomas Tuchel sera bien l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Dans votre demi-heure d'infos, on parlera aussi de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Et puis la belle entreprise, ce soir la société L'Aiglon qui fabrique de la maroquinerie de luxe en France depuis près de 130 ans. Nuit. C'est la journée la plus meurtrière depuis 2014. 52 Palestiniens ont perdu la vie dans la bande de Gaza, tués par des tirs israéliens. Plus de 2000 personnes ont été blessées. Les Palestiniens s'étaient mobilisés en nombre pour protester contre le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et ils l'ont payé de leur vie. Gwendoline de Bono, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 dans la bande de Gaza. Vous avez vécu cette journée meurtrière heure par heure. Oui, à partir du début de l'après-midi, nous n'avons plus entendu que ce bruit. Celui des ambulances qui se frayent un chemin à travers champs. Partout, des petits groupes émergent de la fumée des pneus qui brûlent en portant des blessés. Les drones israéliens larguent d'abord des cartouches de gaz lacrymogène dans la foule qui converge vers la frontière. La réponse est ensuite plus violente. À mesure que les jeunes Palestiniens, toujours plus nombreux, s'approchent des barbelés avec des cordes pour les faire céder, ce sont des balles que l'on entend siffler. Au poste médical, les bandages pleins de sang jonchent le sol et les secours sont débordés. Là maintenant, on a des blessures de plus en plus sérieuses. Certains cas sont critiques. Il ne s'agit plus seulement d'os cassés. Là, ils visent les artères, donc les patients perdent beaucoup de sang. On a beaucoup d'hémorragie. Aujourd'hui, c'est vraiment énorme. Un homme se tord de douleur, une partie de son mollet est arrachée. L'ampleur des blessures ne semble pas intimider l'avant-garde de la manifestation. Le risque est moins grand que notre colère, dit Ahmed. Aujourd'hui, le peuple palestinien est venu envoyer un message à Trump, à Netanyahou, au monde. Jérusalem restera la capitale de la Palestine. Une femme s'approche seule de la clôture, drapeau palestinien à la main. Elle n'est qu'à quelques mètres des soldats israéliens. Hors de la zone tampon, un leader du Hamas se félicite au micro qu'un groupe soit parvenu à franchir la frontière. Une colonne de fumée s'élève dans un champ à la fin de la manifestation. Les Israéliens viennent de bombarder une position près du rassemblement. Gwendoline de Bono à Gaza pour Europe 1. La France, tout comme une partie de la communauté internationale, condamne ces violences qui se sont déroulées en même temps que la cérémonie à Jérusalem. Une cérémonie très officielle d'inauguration devant l'ambassade américaine. Contraste saisissant auquel vous avez assisté, Ariane Lavrieux. Oui, sous une tente à l'ombre, devant un écran géant aux couleurs du drapeau américain, Jared Kushner, conseiller et gendre de Donald Trump, a même fustigé les manifestants palestiniens. Comme on l'a vu avec ces manifestations depuis un mois, y compris aujourd'hui, ces violences, ces provocations font partie du problème, pas de la solution. Et les applaudissements redoublent pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Au moment où nous parlons, nos courageux soldats protègent nos frontières. On les salue tous. À l'écart de la cérémonie, derrière les barrières de sécurité, l'ambiance est un peu plus tendue entre des Israéliens agitant le drapeau américain et Judith venue défendre la voix des Palestiniens. Si on veut mettre une ambassade à Jérusalem, il doit aussi y avoir une ambassade dans les territoires palestiniens. Les territoires palestiniens n'existent pas. Il n'y a pas de raison de préférer un peuple plutôt qu'un autre. Laissez les gens vivre en paix. Les concessions basées sur la diplomatie ont échoué. Si vous ne l'avez pas compris, alors vous êtes complètement cinglés. 3 autres pays ont déjà choisi d'imiter les États-Unis, le Paraguay, le Honduras et le Guatemala, qui vont aussi transférer leurs ambassades de Tel Aviv à Jérusalem. Ariane Lavrieux, envoyée spéciale à Jérusalem. Cette situation, on y revient dans moins d'un quart d'heure. L'historien Vincent Lemire sera notre invité à 22h15. En France,
48 heures après l'attentat qui a fait un mort dans le quartier de l'Opéra à Paris. Les parents du terroriste sont toujours entendus par les enquêteurs. Leurs gardes à vue ont été prolongées ce soir, tout comme celle de l'ami strasbourgeois de Khamzat Asimov. Lui a par ailleurs été transféré en région parisienne. Il est en ce moment dans les locaux de la DGSI à Levallois-Perret. On a connu le blocage des universités avec occupation des locaux par les étudiants. Place désormais au blocage des partiels. En soi, c'est plus simple. Il suffit de bloquer l'accès au site et ça pénalise des milliers d'étudiants. C'est ce que l'on a vécu aujourd'hui à Marseille, à Paris, où des examens ont dû être annulés. Même chose à Lyon 2, où là non plus, Jean-Luc Boujon, les candidats n'ont pas pu plancher. Non, car dès 7h30 ce matin, quelques dizaines d'étudiants bloqueurs ont empêché l'accès aux salles d'examen, tout simplement en s'accrochant au portail d'entrée de la fac. Voilà, en tout, ce sont donc 2000 étudiants qui n'ont pas pu passer leur partiel, malgré la présence de CRS qui ont fini par déloger les bloqueurs. Une annulation qui ne fait pas plaisir à Mathilde en 3e année d'archéologie et de droit. On a marre de cette ambiance en fait. J'ai déjà eu 8 partiels annulés quoi. Donc à force, j'ai travaillé un cours de 90 pages et on me dit finalement non, tu le passes pas. Donc c'est un peu démoralisant aussi quoi. Pour les masters, on se dit que forcément il va y avoir des répercussions. Après, dans quelle mesure elles seront importantes ou pas, on ne sait pas. Vous avez peur d'un diplôme un peu dévalorisé? Oui, carrément. Alors la question maintenant, c'est de savoir ce qui va se passer pour les partiels de demain et des jours suivants. Eh bien, après des heures de discussion avec les directeurs des différentes composantes de la fac, la présidence de Lyon 2 a décidé de tout annuler. Les bloqueurs menaçaient en effet de recommencer chaque jour. Les étudiants seront donc informés dans les jours qui viennent et spécialité par spécialité des modalités d'examen, soit un travail à la maison, soit la simple prise en compte du contrôle continu de l'année, sous réserve que ces deux options soient validées par le ministère de l'Éducation, ce qui au final ressemble quand même furieusement à une victoire des bloqueurs qui souhaitaient l'annulation pure et simple des partiels. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Chez les cheminots, le mouvement se poursuit également. Il s'amplifie, même 30% de grévistes aujourd'hui. C'est 2 fois plus que lors des précédentes journées de mobilisation. Les cheminots qui sont appelés toute la semaine à voter pour ou contre la réforme du gouvernement. Une vote-action lancée par les syndicats de la SNCF. À l'Assemblée nationale, les députés examinent en ce moment même le projet de loi de Marlène Schiappa contre les violences sexuelles et sexistes. Un projet de loi qui comprend notamment une mesure controversée, l'article 2 sur les agressions sexuelles contre les mineurs. Le gouvernement n'a finalement pas retenu la présomption de non-consentement, ce qui scandalise la députée France Insoumise Clémentine Autain. Le gouvernement essaie de jouer sur les mots parce qu'effectivement, ce sera interdit une relation sexuelle non consentie entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. Ça, c'est évident, bien sûr, c'est déjà interdit dans la loi. Mais ce que nous visons, c'est le fait que ces viols soient bien punis aux assises et que par ailleurs, il y ait une protection des mineurs avec une présomption de non-consentement. Moi, je vous dis franchement, c'est délirant, sidérant et j'espère que cette majorité ici va remettre à l'endroit ce que ce texte met littéralement à l'envers. Clémentine Autain au micro de Maxence Lambrec. On l'a appris en fin de journée, le candidat de Koh-Lanta placé en garde à vue ce matin a été libéré. Accusé de viol par une candidate de l'émission, il a été relâché mais l'enquête se poursuit. Europe 1, la suite du journal de Marguerite Lefebvre. Tous les ans, ils sont plusieurs à faire leur entrée en grande pompe dans nos dictionnaires. Des nouveaux mots que l'on emploie depuis un bout de temps déjà, mais qui attendaient d'être validés par les plus fins connaisseurs de la langue française. Ces mots sont souvent de bons indicateurs de l'évolution de notre société. Et cette année, lors d'Autriche, le vocabulaire politique est à l'honneur. Les mots liés à l'univers politique sont à l'honneur. Dégagisme, antisystème, revenu universel, insoumis ou marcheur font leur entrée dans le Petit Robert. Côté Larousse, le mot démocrature, une démocratie dirigée de manière autoritaire. Parmi les personnalités, l'astronaute Thomas Pesquet fait son entrée. Dans le Larousse, on trouve l'écrivain Philippe Claudel, l'actrice Emmanuelle Béard ou encore le contre-ténor français Philippe Jarouski, 40 ans tout juste, est plutôt ému de voir son nom dans ce précieux ouvrage. C'est un peu jeune peut-être pour entrer dans le dictionnaire, mais on se dit pourquoi moi ? Après on réfléchit pourquoi ? On se dit c'est peut-être pas si bête que ça. Après c'est probablement en dehors de ma propre carrière, le fait d'avoir peut-être contribué à démocratiser la musique classique en France. En tout cas je le prends comme une distinction, c'est la distinction qui m'a le plus touché. J'ai évidemment eu beaucoup de victoires de la musique, j'ai été fait chevalier des arts et des lettres, mais de rentrer dans le dictionnaire, ça reste quand même quelque chose de symboliquement extrêmement fort. Les anglicismes ne sont pas en reste, le mot
running, drive, replay ou SUV font leur entrée dans le Robert. Enfin, la langue est aussi familière et poétique. Avec le Larousse, on ne se contentera plus d'embrasser ceux qu'on aime, alors que l'on peut se boujouter, se faire péter la miaille, poutouner ou encore faire un schmutz, autrement dit un baiser. Les explications de Laure d'Autriche pour Europe 1. On passe au sport et cette information qui est tombée en fin de journée, information donnée par le PSG. L'Allemand Thomas Tuchel entraînera le club parisien la saison prochaine. Il remplacera le coach espagnol Unai Emery qui arrivait en fin de contrat. Thomas Tuchel à Paris, ça n'est pas vraiment une surprise, Simon Rubin. Eh oui, on l'attendait, 44 ans Thomas Tuchel, il a fait toute sa carrière en Allemagne, à Mayence, à Dortmund. Son palmarès est assez peu étoffé au regard des exigences parisiennes. Il est toutefois un entraîneur respecté qui a même été tout proche à une époque d'entraîner le Bayern Munich ou la sélection allemande. Sur le terrain, il revendique un jeu délié, offensif. Mais Tuchel est surtout connu pour être extrêmement exigeant avec ses joueurs. Au moindre écart de conduite, il peut vite se montrer colérique. Il est là pour imposer sa vision et n'a jamais accepté d'être contredit ni par ses joueurs ni par ses dirigeants. Un choix plutôt audacieux donc pour Paris. Tuchel devra se faire accepter par le clan brésilien, Neymar en tête, et faire avec des dirigeants parfois intrusifs. Tuchel qui débarque à la demande express, non pas du président du PSG, mais carrément de l'émir du Qatar. Merci Simon Rubin. Et puis en tennis, sachez que Jo-Wilfried Tsonga ne disputera pas Roland-Garros. Le Français vient de déclarer forfait pour blessure. La météo, Christine Peña, une bonne nouvelle si vous habitez au nord, les conditions vont s'améliorer progressivement. En effet, les températures vont remonter et surtout nous allons vers l'amélioration, mais elle est lente, elle n'est pas pressée cette amélioration. Alors l'air plus doux, il va arriver dès demain par la Belgique, par l'Allemagne. Il fera d'abord plus doux donc dans l'Est et le Nord, 21 en Bourgogne jusqu'à 23 en Champagne, 23 également du côté de Paris, 23 à Charleville-Mézières ou encore à Metz. Et seulement 15 degrés dans le sud-ouest, 15 degrés pour demain après-midi à Toulouse et Pau par exemple. Il fera un peu meilleur en Méditerranée avec jusqu'à 20 degrés à Marseille, 20 degrés comme en Bretagne du côté de Lorient ou encore de Quimper. Côté ciel, les éclaircies, elles vont revenir d'abord par le nord et le nord-ouest, d'abord en Bretagne, en Pays de la Loire, sur la Normandie également, des Hauts-de-France à l'Île-de-France jusqu'en Alsace-Bourgogne. Là aussi, les éclaircies seront là malgré pas mal de brouillard le matin mais qui vont disparaître assez vite. Et puis une tendance orageuse devrait se mettre en place l'après-midi, voire en fin de journée entre l'Alsace et la région parisienne. Plus au sud, l'instabilité va rester très présente entre le Massif central, les Alpes, la Méditerranée, dans le sud-ouest également, avec une tendance orageuse qui va se réactiver là aussi sur les montagnes, la montagne corse et les Alpes principalement. Merci Christine Peña.